Salut mes amis, nous allons continuer notre cours avec cette deuxième publication concernant la pragmatique. Dans ce point, on va mettre le doigt sur les principes sur lesquels se base la thèse des philosophes analytiques. Premièrement, pour eux, le langage est subdivisé en trois champs: le cognitif, l'émotif et le pratique. Mais l'aspect cognitif est le plus important des aspects, car c'est à travers lui qu'on peut parler du monde et il permet de transmettre un savoir qui peut être traité en conditions de vérité. Le langage, pour eux, sert seulement à décrire le monde. Les philosophes analytiques distinguent trois types de propositions: la proposition analytique, la proposition synthétique et la pseudo-proposition. La proposition analytique car on extrait le prédicat du sujet par analyse, c'est-à-dire le prédicat est inclus dans le sujet. Par exemple, le célibataire est un homme non marié, le mort est un homme non vivant, ou encore 2 égale 1 plus 1. La proposition synthétique, c'est une proposition dont le prédicat synthétise quelque chose ou ajoute quelque chose de nouveau au sujet. Par exemple, l'eau bout à 100 degrés. Pour la proposition analytique, il y a vérité lorsqu'il y a non-contradiction entre le prédicat et le sujet, alors que pour la proposition synthétique, la vérité est obtenue par expérimentation. Troisièmement, la pseudo-proposition. C'est une proposition qui est correcte sur le plan syntactique, c'est-à-dire qui contient un sujet, une copule et un prédicat, mais qui ne peut être jugée ni comme vraie ni comme fausse. Par exemple, Paul est bon. Ou encore, Marie est fidèle à son mari. La vérité de ce genre de proposition ne peut pas être vérifiée car la bonté ou la fidélité n'est pas inhérente au sujet. Contrairement par exemple à l'énoncé « le livre est rouge », le prédicat rouge fait partie du sujet, il est inhérent au sujet. Enfin, les philosophes analytiques ont conclu que pour qu'une proposition soit sensée, il faut qu'il décrive une réalité déjà existante, une réalité antérieure. Il faut qu'il soit une image du monde. Ainsi, toute proposition qui ne décrit pas une réalité est une pseudo-proposition. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons continuer le développement de notre cours de pragmatique. Aujourd'hui, on va aborder la thèse de John Austin en attaquant de son bouquin « Qu'en dire, c'est faire ». Il s'agit de 12 conférences données par Austin en 1955, publiées en 1962 à titre posthume. C'est la traduction de l'anglais « How to do things with words ». Austin va suivre une démarche scientifique afin de développer sa thèse. Le développement de la thèse d'Austin peut être réparti en 3 grandes phases, dont l'objectif c'est de remettre en cause la conception des philosophes analytiques qui stipule que pour qu'un énoncé soit sensé, il doit décrire une réalité antérieure. Austin va même juger ces philosophes qu'ils sont pris par ce qu'il a appelé l'illusion descriptive. Pour soutenir sa thèse, Austin fait le départ à partir d'un corpus de 4 énoncés qui appartiennent au langage ordinaire. Le premier énoncé, « oui, je le veux », prononcé dans une cérémonie de mariage. Le deuxième énoncé, « je baptise ce bateau le Queen Elizabeth », prononcé lors d'une cérémonie de baptême d'un navire. Le troisième énoncé, « je donne et lègue ma montre à mon frère », écrit sur papier chez un notaire. Le quatrième, « je vous parie 6 pence qu'il pleuvra demain », prononcé lors d'un pari entre amis. Austin affirme que ces énoncés, lorsqu'ils sont dits dans des circonstances déterminées et par des personnes précises, ne décrivent pas une réalité antérieure, mais plutôt ils créent une nouvelle réalité. Prenons le premier énoncé. « Oui, je le veux ».
Lorsqu'il est dit par des fiancés, lors d'une cérémonie de mariage à l'église, devant un pape, l'énoncé ne décrit rien, mais il crée une nouvelle réalité. Il est équivalent à l'accomplissement d'un acte. L'homme ou la femme qui n'était pas marié, en disant « oui, je le veux », et en respectant les circonstances appropriées, il passe d'un état de célibataire à un état de marié. De même pour le deuxième énoncé, lorsqu'il est dit lors d'une cérémonie d'un baptême de bateau, le navire qui n'avait pas de nom, désormais porte le nom de Queen Elizabeth. Idem pour le troisième énoncé. Je donne et lègue ma montre à mon frère. Lorsqu'il est écrit et émargé par mes soins chez un notaire, mon frère qui n'avait pas de montre, dorénavant en possède une. De même pour le dernier exemple. Je vous parie si pince qu'il pleuvra demain. Moi qui n'avais pas de parole à tenir, en disant cet énoncé, je suis dans l'obligation d'honorer ma parole. Ainsi, en disant ces énoncés, on ne décrit pas des réalités existantes, on crée de nouvelles réalités. Ils sont équivalents à l'accomplissement d'actes, comme le montre le tableau ci-dessous. Les actes accomplis, c'est se marier, baptiser, léguer, parier. Austin va conclure dans cette phase que dans chaque énonciation, on peut trouver deux types d'énoncés. Des énoncés constatifs qui décrivent des réalités déjà existantes, par exemple la terre est ronde, la fenêtre est fermée ou encore ce livre est rouge. Les énoncés constatifs sont soumis aux conditions de vérité, c'est-à-dire ils sont soit vrais ou soit faux. À côté de ces énoncés constatifs, il y a un autre type d'énoncé, à savoir les énoncés performatifs. Le but de ces énoncés, ce n'est pas d'écrire une réalité, mais plutôt de créer une nouvelle. Ils sont équivalents à l'accomplissement d'actes, lorsqu'ils sont dits dans des circonstances appropriées. Ce type d'énoncé est soumis aux conditions d'efficacité. Ils sont soit réussis, soit échoués. Un énoncé performatif réussit lorsqu'il y a adéquation avec les conventions socio-culturelles d'une société donnée. Par exemple, oui, je le veux. Pour qu'il soit réussi, il doit être prononcé dans une église par des fiancés devant un pape. Sinon, il y a échec. On ne peut pas se marier au marché, par exemple. Un autre exemple pour les musulmans. On doit faire la prière à la mosquée avec de propres vêtements et à un moment précis, 5 fois par jour, en suivant des gestes et des paroles bien déterminés, sinon il n'y a pas de prière. Ainsi, il y a échec. Le passage à la deuxième phase est venu suite aux critiques qui disent que les 4 énoncés choisis par Austin, même s'ils respectent les 4 caractéristiques de la proposition logique, à savoir être déclarative, à la première personne, au présent et au mode indicatif. Ces énoncés ne touchent pas le fonctionnement du langage quotidien. Ils sont limités à une zone de rite, c'est-à-dire ils sont seulement rituels. De là, Austin va abandonner le côté formel des énoncés et il va s'intéresser uniquement au sens afin de prouver qu'il y a des énoncés qui sont performatifs mais ne respectant pas les 4 caractéristiques de la proposition logique. Ainsi, Austin va dire qu'en plus des énoncés constatifs, il y a 2 types d'énoncés performatifs qui sont équivalents à l'accomplissement d'un acte et en tant qu'acte ne décrivent pas une réalité antérieure, mais ils créent une nouvelle réalité. Il y a des énoncés performatifs explicites dont le verbe explicite l'acte accompli, par exemple
Je te promets de venir demain. L'acte accompli ici, c'est l'acte de promettre. Un autre exemple. Paul est nommé professeur agrégé. L'acte accompli ici, c'est l'acte de nommer. En plus, on trouve des énoncés performatifs primaires, c'est-à-dire non travaillés, non élaborés. Par exemple, les passagers sont priés de descendre du train. Chien méchant, fumée tue. À ta place, je voterai Paul. Comme nous le voyons, ces énoncés ne respectent pas les 4 caractéristiques de la proposition logique. Le premier exemple, les passagers sont priés de descendre du train, est à la voix passive. Il est dit par un opérateur à la gare du train lors d'un danger. On peut le paraphraser ainsi: nous vous avertissons de descendre du train. De même pour le deuxième énoncé, il s'agit d'un écriteau. On peut le paraphraser ainsi: nous vous avertissons qu'il y a un chien méchant. Idem pour le troisième énoncé. Fumer tue. Nous vous avertissons que la fumée tue. L'acte accompli par ces 3 énoncés, c'est l'acte d'avertir. Alors que pour le quatrième, à ta place, je voterai Paul, ça dépend de l'intention du locuteur. Il peut s'agir soit d'un acte de menacer ou un acte de conseiller. Au début de cette troisième phase, Austin va élargir le champ de la performativité des énoncés. Il va affirmer que même les énoncés comme la Terre est ronde ou ce livre est rouge sont des énoncés performatifs primaires, non élaborés, non travaillés, qu'on peut les paraphraser ainsi: j'affirme que la Terre est ronde, j'affirme que ce livre est rouge. Ainsi, ils sont équivalents à l'accomplissement d'un acte, l'acte d'affirmer. Il va conclure dans cette troisième phase par dire que tout énoncé est à la fois performatif et constatif. Ce qui varie, c'est le degré de la performativité ou de la constativité de chaque énoncé. Il y a des énoncés constatifs plus que performatifs et il y a des énoncés performatifs plus que constatifs. Ils sont plus constatifs dans la mesure où ils véhiculent un contenu propositionnel et ils sont plus performatifs dans la mesure où ils sont équivalents à des actes. Austin dit que chaque fois que nous procédons à l'énonciation d'un énoncé, nous accomplissons 3 actes simultanés, ce qu'il appelle speech act, les actes du discours, à savoir l'acte locutoire, l'acte illocutoire et l'acte perlocutoire.